Le docteur Louis-Marie Cagde est avec nous ce matin. Bonjour docteur, bienvenue sur BK Radio. Bonjour Didier et bonjour aux amis au studio. C'était électrique, hein? Très électrique. Brigadier, vous pouvez taper quelqu'un. Brigadier, sur cette question que vous connaissez bien, la question de foot avec la radiation. Bonjour docteur. Avec la radiation d'un président. Est-ce que vous savez, oui, nous autres politiques, quelquefois on tire sur nous, mais vous avez là l'échantillon de ce que nous vivons tous les jours. Sauf que les sanctions ne vont pas aussi loin que ça. Vous êtes, nous-mêmes, on est opposants et on dit autant de choses sur ceux qui dirigent. Et à l'interne, que ce soit dans nos partis politiques, il y a des choses qui se disent également sur l'équipe qui dirige. On dit quelquefois qu'il y aura blocus, on va bloquer, il n'y aura rien. Mais après, on n'exclut pas. Après, on reste ensemble parce que à chaque fois qu'il y a ces oppositions et que les points de vue, ou bien qu'on est en désaccord, le désaccord n'est jamais permanent. C'est ce que nous, l'accord ou le désaccord n'est jamais permanent. C'est en fonction des circonstances et avant que les intérêts en présence ne soient négociés et tout ça. Et voilà. Et donc, quand on a, pour nous autres qui sommes sur la scène politique, avons vu les types de sanctions qu'il y a contre les personnes en désaccord dans le football camerounais, on a juste levé les mains, quoi. Et donc, vous êtes en train de dire, par exemple, qu'au sein du SDF, c'est quelque chose qui ne risquerait pas d'arriver de sitôt au sein du SDF. Non, il y a des violences. Moi, par exemple, ce week-end, nous avons eu des élections très serrées, des conférences régionales à Douala et à Bafoussam, pour ce qui concerne les régions du littoral et de l'Ouest. C'était très très serré et donc par exemple le président régional a été élu dans le littoral avec une voix d'avance, 74 contre 73, et donc quand c'est comme ça, vous imaginez ce qu'il y a eu derrière, c'est que des gens se sont vraiment battus. Mais après il y a conciliation, après on travaille ensemble, après on ne s'exclut pas. Voilà. Donc, j'ai moi-même suivi l'émission où le président Gamini disait qu'il n'y aura pas championnat. Pour nous, ce sont les paroles que l'on tient lorsqu'on est en désaccord. Hein. C'est ça, bien sûr. Mais après, ça ne mérite pas l'exclusion à vie. Quand nous on voit l'exclusion à vie, on se dit, si ces gens dirigeaient le pays et étaient à la place de Paul Biya, c'est que des gens comme Cagde là, on les attrape et on jette très loin, quoi. Parce que je vais taper sur le président de la République là, quand vous allez vous donner l'occasion. Écoutez, et si on y allait tout de suite, parce que oui. En la matière, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, allez-y, mollo, pour ne pas être viré en prison. Non, je n'aurais pas dit j'étais en prison. Non. Sinon, c'est depuis longtemps que ce serait fait, docteur Cagde, vu quelquefois vos positions très critiques et très caustiques. Mais vous savez mettre de l'eau dans votre vin parce que, en parlant politique, vous parlez également économie. Vous joignez toujours la parole à l'acte. Hein. On n'est pas que dans des déclarations, on est également dans la démonstration de ce qui peut être fait. Et en parlant de ça, justement, je vous amène à Kumba Manfé que vous connaissez bien. On parle du feu du cacao ce matin avec le préfet de la Mémé qui essuie les critiques des camionneurs et négociants suite à sa décision de réguler la circulation de ce produit de rente dans un contexte de crise sécessionniste et d'impasse de la filière. Qu'est-ce qu'on peut en dire après mutation ce matin, docteur? Non. Moi, ma démarcation d'opposant se fait ici. Par rapport aux radicaux, etc. Il y a des décisions qu'on attendait depuis très longtemps et qui arrivent malheureusement tard ou bien en compte-gouttes. Cette décision du préfet entre dans la régulation et la fonction de régulation de l'État. Et depuis très longtemps, il aurait fallu que l'État régule. Ce n'est pas que dans à Manfé ou bien à Kumba.
qu'il faut faire ça, il faut généraliser dans l'ensemble du pays. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il existe entre les producteurs et le marché des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là sont finalement les personnes qui se font de l'argent sous le dos des producteurs. Ils vont plus ou moins spolier les producteurs qui, à la fin de la saison, se retrouvent appauvris parce que le système de production de ces cultures de rente aujourd'hui fait que le producteur a des revenus simplement sur le plan annuel et pendant l'année, il a besoin il a besoin de quelques ressources pour, par exemple, maintenant payer la scolarité de ses enfants et ou encore payer les factures d'hospitalisation et ou encore simplement acheter de quoi vivre. Et donc, ces gens-là s'endettent auprès des intermédiaires qui prennent souvent à des prix des prix largement en deçà des prix du marché. C'est-à-dire, vous retrouvez des intermédiaires en train de donner 10 000 francs pour acheter un sac de cacao, un sac de 100 kilos. Et le producteur, quelquefois, prend parce que c'est ça qui lui permet même d'acheter les intrants et de s'entretenir tout le long de l'année. Et donc, il était temps pour l'État de réguler et de faire en sorte que ce marché-là soit le plus équitable possible. Et dans beaucoup de régions, ça ne s'est pas passé que dans le sud-ouest. Je me rappelle bien le cas de l'extrême nord. Les autorités administratives, si elles ne sont pas passives, les autorités administratives saisissent toujours les camions qui reviennent des différentes localités avec des produits achetés de façon informelle pour faire en sorte de protéger le tissu de production, pour faire en sorte de limiter la spoliation des producteurs et pour faire en sorte de promouvoir le circuit direct, qui est le circuit le plus équitable possible et qui est dans le circuit qui permet de lutter contre la pauvreté. C'est donc très substantiel. Sur cette question-là, on peut plutôt dire que les autorités administratives et l'administration territoriale en particulier devraient généraliser de façon systématique cette action sur l'ensemble du territoire national pour protéger la production. Je peux sortir du cacao et vous donner les exemples patents de l'extrême nord où le paysan vend un sac de 100 kg d'oignons à 6 000 francs CFA. Aller sur le marché à Douala, c'est 70 000. Donc, ça n'a pas de sens que la personne qui produit vend à 6 000 et les transporteurs et les négociants que vous avez dit gagnent 65 000. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Mais ce sont peut-être les charges autour qui gonflent ainsi le prix, docteur. Un sac de 100 kilos est transporté de Ngaoundéré à Douala à 1500 francs CFA. C'est 1500 que ça coûte. Donc, vous allez mettre ça dans tous les sens. Vous n'allez pas justifier pourquoi on achète au producteur à 6 000 francs CFA et on revend à Douala à 70 000 francs CFA. Et donc, le producteur aurait pu lui-même, et c'est pour ça que le travail de structuration, c'est là où moi j'interviens. Je suis président du Forum camerounais des services de conseil agricole CANFAS. C'est là où nous on intervient pour lier directement le producteur au marché. Imaginez-vous l'impact sur le niveau de vie des producteurs si le producteur vendait ne serait-ce à 60 000 son sac. C'est-à-dire, cela multiplierait les revenus du producteur fois 10. Et c'est la même chose dans le café et le cacao. C'est la même chose dans toutes nos localités où les intermédiaires, ceux qu'on appelle les bails en selam, sont les personnes qui détruisent le tissu de production. Et donc, le gros travail, et dans la loi de finances, vous allez m'entendre encore défendre les articles qui
promeuvent le circuit direct. Dans la loi de finances 2023, il y avait l'article 128, je crois, qui portait sur l'exonération de TVA à tous les acheteurs, non pas à tous les acheteurs, et c'est là où je trouvais le problème, simplement aux acheteurs du secteur public qui allaient directement chez le producteur. Et donc ça, c'est le circuit direct. Et donc, je pensais que si le gouvernement était logique, cet article serait généralisé à tous les acheteurs qui vont en milieu rural pour faire en sorte que le producteur puisse bénéficier des fruits de sa production et puisse en jouir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour inciter les acheteurs qui peuvent être les restaurants, les hôtels, à passer directement leurs commandes aux producteurs et donc à permettre aux producteurs de vendre au prix marchand, au prix du marché. Voilà vraiment la solution et voilà vraiment la situation. Donc, il arrive que de temps en temps, certains administrateurs civils, certains chefs de terre fassent leur travail. C'est le travail de la régulation. Nous incitons le ministre en charge de l'administration territoriale, non pas à broyer les citoyens comme il promet de le faire dans le Moulinex, mais de faire son travail de régulation qui, sur le plan économique, est de s'assurer ou de limiter tous ces achats informels qui se font par des intermédiaires véreux. Et donc, s'il pouvait montrer les muscles, lui, le ministre Atangandji, montrer les muscles, ces muscles sur ces intermédiaires-là qui spolient les milieux ruraux, ce serait intéressant. Mais qu'il cherche seulement quelques personnes qui se plaignent et défendent légitimement leurs intérêts là où l'État est absent, c'est très mal fait et nous ne pouvons que le critiquer violemment parce que vous vous attaquez aux motos aujourd'hui. Les motos existent parce que le transport public est défaillant. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de motos dans nos villes, je ne sais pas comment les gens vont se déplacer. On nous a promis les métros, ce n'est jamais arrivé. On a promis les bus, ce n'est jamais arrivé. Et donc, là où l'État est absent, il y a les citoyens qui se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est l'occasion de structurer, ce n'est pas l'occasion de brimer et être toujours en train de réprimer. Donc notre position est très claire là-dessus et nous attendons l'État sur le terrain de la régulation. Voilà. Et de temps en temps, il y a des sous-préfets et des préfets qui agissent conformément à la législation en vigueur, mais le gros travail et la personne qui est fautive, c'est Atangandji. J'espère que le brigadier ne va pas dire qu'il m'exclut du Cameroun, mais c'est lui vraiment le problème aujourd'hui parce que le travail de régulation, il est à la tête de l'administration territoriale et cette administration territoriale aujourd'hui est une réelle passoire. Cela dit, il y a peut-être une embellie dans un autre secteur ce matin, docteur Louis-Marie Cagdeux, c'est le secteur du dédouanement. On parle d'innovation en vue ce matin. Une procédure dématérialisée qui entre en vigueur ou qui est entrée en vigueur depuis hier sur l'ensemble du territoire, qui vient accélérer la procédure de dédouanement des marchandises au port autonome de Douala et limiter les pertes en temps dans le processus de dédouanement. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre après la nouvelle expression ce matin? Non, c'est encore une nouvelle qui pouvait être bonne si l'on va jusqu'au bout de la logique. La dématérialisation de l'administration, ce qu'on appelle le e-government, est ce que nous attendons depuis très longtemps. Sauf que ça vient en compte-gouttes et puis ça vient de façon également aussi quelquefois pernicieuse. Et c'est ce que l'on peut critiquer. C'est que le système de douane aujourd'hui devrait être entièrement dématérialisé. Sauf que et les informations devraient être claires. Si je ne prends que le Cosmos, parce que nous sommes dans le véhicule, le Cosmos est très récent. Et donc vous allez voir les douaniers en train d'escroquer les usagers parce que l'État ou l'administration même de douane garde l'information juste et ne communique pas.
toutes les voitures ne sont pas dans le Cosmos parce que le Cosmos est récent. Si vous avez une voiture vieille de plus de 10 ans, il y a de fortes chances que ce soit pas dans le Cosmos. Et donc, on va vous attraper au bord de la route, prendre votre carte grise, mettre le numéro de châssis dans le Cosmos, ça ne ressort pas, on dit que votre voiture n'est pas dédouanée, on vous commence à faire des problèmes. Ça, c'est une démarche essentiellement d'escroquerie mise sur pied par l'administration de douane sous le regard passif du gouvernement qui, une fois de plus, ne fait pas son travail de régulation. Et donc, la communication devrait être claire. C'est quelque chose qui commence le 2 octobre. Vous allez voir que on va prendre en otage ce qui a prévalu avant le 2 octobre. Et c'est ça qui nous pose problème. Et une communication claire devrait être faite dessus pour dire aux gens, à partir du 2 octobre, voici ce qui est en marche. C'est une période transitoire et pendant cette période transitoire, voilà les mesures qui vont être prises. Mais vous pouvez pas mettre sur pied un système de dématérialisation et ne pas prévoir une démarche transitoire pour permettre aux gens d'entrer dans le e-government. Et c'est là où je trouve un problème suffisamment grave. Et c'est là où je pense et je dis que toute politique publique ne peut pas et ne doit pas être orientée contre le citoyen. On met sur pied une politique publique comme celle de la dématérialisation pour faciliter la vie aux citoyens. On ne met pas sur pied une politique pour réprimer le citoyen ou encore pour rendre la vie difficile aux citoyens. Et c'est le point de désaccord est à ce niveau-là. Et pour que tout soit effectif, il faudrait qu'un mécanisme de transparence soit mis sur pied et que cette transparence-là soit profitable aux citoyens et donc soit orientée citoyen. On attend encore de voir ça, mais pour ce qui a précédé ce nouveau système, j'ai parlé du Cosmos, c'est un vrai système d'escroquerie parce que il n'y a pas autour une communication transparente. Il y a encore opacité sur cette gestion-là. Encore parce que les gens n'ont pas intérêt à ce que ça marche, puisque si ça marche, cela réduit les circuits de corruption qui existaient jusqu'à présent à travers le système manuel. Je vous donne un exemple encore, toujours sur ces véhicules. Vous entrez au Cameroun avec un véhicule. Si vous ne passez pas par Douala, vous passez par d'autres portes d'entrée comme celle d'ECOC. Si je prends ECOC pour les personnes qui viennent du Nigeria ou bien les voitures qui viennent du Bénin, etc. Ce qui se passe, c'est que les gars vont vous dire au niveau de la porte d'entrée que votre carte de contribuable n'est pas visible dans le système. Ce qui est faux. C'est parce que les gars ne veulent pas faire marcher le système électronique. Or, vous n'avez aucune mesure de recours parce que vous tapez votre carte de contribuable dans le fichier des impôts, ça marche, mais les douaniers vous expliquent que le fichier des impôts n'est pas encore harmonisé avec le fichier de douane et que votre carte doit être reconnue dans leur système pour qu'ils considèrent votre démarche. Et quand c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il faudrait que ce genre de choses-là changent, à défaut de mettre sur pied un fichier central accessible à tous, et parce que c'est ça le sens même de la transparence que l'on recherche derrière la dématérialisation. Si on ne le fait pas, alors on pénalise le citoyen une fois de plus et on crée des pôles de tracasserie. Or, le système doit être là, une communication claire doit être là. On doit indiquer aux gens que, par exemple, sur ces cartes de contribuables, ce qu'il faut faire, communiquer dessus de façon suffisamment claire pour que les citoyens ne soient plus victimes des tracasseries au niveau des postes de dédouanement. C'est tout ça que l'on va essayer de voir, quoi. Donc, je mets en avant un défaut de communication qui existe là-dessus. Et sans communication, il n'y a pas de transparence. Et je mets en avant les objectifs de ce système-là pour ne pas aujourd'hui sanctionner les gens qui fonctionnaient dans un autre système avant le 2 octobre. Il faut donc publier les dispositions transitoires
pour permettre que progressivement les citoyens aillent vers le nouveau système de dématérialisation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et pour l'instant, c'est une grosse limite. Docteur Louis-Marie Cagde, nous vous disons merci infiniment pour ces éclairages. On ne pouvait pas être plus complet, hein, je tiens à le dire, et pour cela, vous avez gagné votre place au Cameroun. Quoi qu'il arrive, personne ne vous... Le brigadier vous dit que personne ne vous boutera hors du Cameroun. Parce que vous savez non, dire... je ne partirai plus. Non, ne partez plus. Et quand vous allez même à Kigali, quand vous revenez, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ne dites pas simplement que tout est bien ailleurs et tout est mauvais au Cameroun. Non, tout n'est pas mauvais au Cameroun. Je ne serais pas revenu au Cameroun. Mais mon travail aujourd'hui, chacun joue un rôle. C'est comme dans l'équipe de football. Absolument. Tout le monde n'est pas gardien de but, tout le monde n'est pas défenseur, tout le monde n'est pas attaquant, tout le monde n'est pas ailier. Oui. Et donc, quand on vous met à votre poste, chacun doit jouer son rôle. Et notre rôle de l'opposition, les gens doivent le savoir, c'est également pour pousser les lignes, le gouvernement à faire bouger les lignes. Et ce qui est normal. Donc moi, je ne ferai jamais le verre à moitié plein. Ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est le rôle de la communication gouvernementale. Oui. Moi, je ferai le verre à moitié vide parce que je veux qu'on remplisse le verre. Tout à fait. Il faut faire bouger les lignes. C'est un travail, oui, c'est un travail qui se fait, c'est un travail important. Et il faudrait également communiquer bien aux citoyens pour qu'ils comprennent que quand on donne la parole à un opposant, il fera le verre à moitié vide. Absolument. Parce que ça permet que l'on mette la pression sur ceux qui remplissent le verre afin qu'ils ajoutent quelque chose de plus. Tout à fait. Et quand on donnera la parole à ceux qui sont au gouvernement, ils vont voir le verre à moitié plein. C'est pas mon rôle, ça. Moi, je viendrai pas ici dire que tout marche bien. Si je le fais, ça veut dire que je dois rejoindre l'appareil gouvernemental. Tout à fait. Et donc, ce n'est vraiment pas un problème. Nous sommes un pays comme une équipe. Chacun joue son rôle et l'opposition a sa place et nous revendiquons le droit de voir le verre à moitié vide. Donc vous nous dites en filigrane qu'il n'y a aucune chance que pour 2025, le SDF, dont vous répondez d'une certaine façon, fasse alliance. Après, je sais pas, 30, 40 ans, non? Il n'y a pas de chance. Le SDF ne fera jamais alliance avec le régime Biya. On pourra discuter d'une transition plus tard, mais le SDF ne fera, ça doit être clair, une fois pour toutes, ne fera jamais alliance avec le régime Biya. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour le dire? Nous nous préparons à diriger le pays et nous prenons le comportement de ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire le comportement républicain. Et donc, quand vous êtes dans la logique républicaine, vous allez faire comme je viens de faire. Si un préfet sur 58 pose une action qui va dans le bon sens, moi je vais dire que l'action va dans le bon sens. Il faut généraliser. C'est ce que je dis aujourd'hui. Absolument. Pas là aujourd'hui. Simplement. Et donc, la logique républicaine, c'est la logique d'intérêt général et c'est ce que nous portons. Maintenant, la logique des élections, on nous critique d'aller aux élections. Nous, on a fait un boycott qui a changé le destin du Cameroun et on en tire les leçons. Et une de ces leçons, c'est que nous ne l'avons plus jamais boycotté les élections. On avait dit ça. Et donc, nous sommes dans une république, on va aux élections, même si les règles ne sont pas totalement transparentes. On va aux élections. Absolument. Parce que si nous, on n'avait pas boycotté les élections dans les années 90, peut-être que le Cameroun aurait eu un autre destin. On en tire les conséquences. Et on dit aux Camerounais, on a tiré les conséquences de cette période-là. Et notre simple participation aux élections de 2020 a montré que la présence à l'Assemblée nationale était nécessaire. La présence au Sénat est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas être absent des institutions qui vont discuter de l'alternance demain. C'est cela. Au moment où nous sommes là, si on nous dit qu'il y a une vacance au pouvoir, ça va se négocier au Sénat. Vous ne pouvez pas être un parti politique sérieux et être absent là où on va discuter des choses qui sont importantes pour le pays, de l'avenir du pays, du destin même de notre gouvernance. Donc, il nous fallait être au Sénat. Nous, on est au Sénat et on a la bonne information. On a un vice-président, donc il ne peut pas être exclu des discussions et on ne sera pas là à jouer avec les rumeurs
On dit que il y a vacances, on donne l'ultimatum pour que le président se montre, machin, parce qu'on n'a pas la bonne information. Nous, on a la bonne information parce qu'on est dans les institutions où ces informations-là passent, et sur cette base-là, on est capable de se projeter et de planifier des activités politiques. Donc, ce sont des décisions qui sont basées sur l'expérience et effectivement, nous allons au Congrès dans 3 semaines et au Congrès, on va se mettre sur la trajectoire du pouvoir. Et il faudrait, vous avez vu tout l'engouement qu'il y avait sur le terrain pour les renouvellements de nos organes de base. On a terminé par l'Ouest, nous étions à Baham, qui est même un peu un endroit mythique dans ce pays. On est allé à Baham faire la foule qu'il fallait à Baham et on a renouvelé l'Ouest. C'était intéressant, ça s'est passé là-bas à Douala le samedi, le dimanche on était à l'Ouest et on voit comment c'est couru. Même nos amis qui sont partis, certains ont déjà dit clairement qu'ils vont revenir, ils vont faire la démarche nécessaire au Congrès pour revenir, parce qu'ils croyaient que parti, ça voulait signifier que le parti est mort et machin. Ils ont vu que on a fait ce qu'ils n'ont pas fait depuis 20 ans, à savoir implanter le parti, à savoir avoir le courage de remettre le 109, de remettre les jeunes en avant. Il y a eu des gens qu'on a sanctionnés parce qu'ils sont les seuls à être investis depuis 1997. Et donc, d'autres jeunes n'avaient pas d'espoir. Quand nous disons que Jean gros, et donc les jeunes doivent grandir, doivent aussi exister, on a donné de la place aux jeunes un peu partout. On a renouvelé un peu les organes. On a permis qu'au niveau des circonscriptions électorales, il y ait du 109. Mais mon frère, il y aura bataille. Pourquoi est-ce que maintenant on irait s'embourber avec l'appareil moribond du régime Biya? On ne peut pas faire ça. 2025, il y aura match. Oui, il y aura match et nous nous apprêtons à entrer au stade. Nous nous apprêtons à jouer. Et pour dire aux brigadiers, comme Gameni, nous disons que si le pouvoir s'amuse, on va bloquer le système. Et ça ne doit pas être quelque chose que vous comprenez mal. Non, il n'y aura pas de hold-up électoral. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais dans bloquer le système, on peut mettre... Docteur Kagdo, on peut mettre tout et n'importe quoi dans bloquer le système. Ça peut encore nous ramener à 90 avec ce que vous savez. Notamment, on va dire quoi? Le système sera bloqué. Il n'y aura pas de hold-up électoral au Cameroun. Et moi qui vous parle, je vous ai dit que je suis candidat à la 2e vice-présidente nationale du SDN. Donc, on va être des gens qui seront devant et qui allons bloquer tout, s'il le faut, si jamais il n'y a pas un système libre et transparent. Très bien. Et donc, que ceux qui prennent mal ça dans le football mettent un peu de l'eau dans leur vin, c'est comme ça que nous allons procéder aussi en politique. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Dr Louis-Marie Kagde. Et à mardi prochain pour éclairer la lanterne du peuple, parce que power to the people. À mardi. Oui. And who are the people? We are the people. And who has the power? We have the power. C'est nous là qui sommes le peuple, voilà. Et c'est nous qui avons le pouvoir. Merci encore. Merci Dr Louis-Marie Kagde.